L'ami fantôme. On entend souvent dire que les enfants débordent d'imagination, qu'ils créent parfois des amis imaginaires pour se sentir moins seuls dans un monde qui peut leur sembler vaste et effrayant. Mais pour mon fils, son ami imaginaire n'était pas une simple invention. Non, son compagnon invisible s'est révélé être un fantôme. Ce que je vais partager avec vous est l'histoire troublante de cette découverte inattendue, la manière dont tout a commencé et comment nous avons pris conscience de cette amitié étrange et fascinante entre mon fils et cet esprit mystérieux. Une amitié qui, bien qu'éphémère, a révélé des vérités profondes sur la solitude, le besoin d'appartenance et les liens qui peuvent se tisser dans les moments les plus sombres. À cette époque, mon fils Léo n'avait que 9 ans. Nous venions tout juste de traverser une période difficile, ma séparation avec son père Grégoire. Nous avions convenu d'une garde partagée pour lui offrir un équilibre, avec un accord simple mais rassurant pour lui. Léo vivrait avec moi et rejoindrait son père pendant les vacances. Tout semblait bien se passer cette première année, jusqu'à ce que mon travail m'entraîne de plus en plus souvent en déplacement. C'est avec le cœur lourd que j'ai dû prendre la décision d'envoyer Léo vivre chez son père, une solution qui s'imposait malgré moi. Grégoire s'était installé dans un nouvel appartement en duplex avec Amélie, sa petite amie. Le lieu était spacieux, avec 3 chambres, et ils avaient pris soin de préparer une pièce spécialement pour Léo. Ils l'ont inscrit dans l'école du quartier, et tout semblait se dérouler sans heurts. Léo s'adaptait bien, du moins en apparence, à cette nouvelle vie. Chaque soir, je lui envoyais des messages pour rester proche de lui, pour m'assurer qu'il se sentait bien malgré la distance. Un soir, vers 23 heures, Amélie s'est levée pour aller aux toilettes. En passant près de la chambre de Léo, elle aperçut de légers murmures, comme s'il était en pleine conversation avec quelqu'un. Surprise et un peu troublée, elle a hésité un instant, se demandant pourquoi Léo ne dormait toujours pas à cette heure-là. Peut-être discutait-il au téléphone avec un ami, se dit-elle pour se rassurer. 2 nuits plus tard, aux environs de minuit, le scénario se répète. En revenant des toilettes, Amélie entend à nouveau Léo parler doucement. Cette fois, elle remarque une faible lueur filtrant sous la porte, comme une petite veilleuse allumée. Elle s'arrête, écoute attentivement, et distingue clairement une autre voix, celle d'un jeune garçon en train de converser avec Léo. Le cœur battant, elle retourne dans la chambre et raconte ce qu'elle a vu à Grégoire. Intrigué, il se lève pour vérifier, mais lorsqu'il arrive devant la porte de Léo, tout est silencieux, pas de lumière, pas de murmure. Malgré les assurances d'Amélie sur ce qu'elle avait perçu, Grégoire le reproche d'inventer des histoires. Dès lors, Amélie garde pour elle les autres choses étranges qu'elle continue de remarquer, n'osant plus partager ses inquiétudes. Pourtant, un étrange malaise commence à l'envahir. À la fin du premier trimestre, j'ai reçu un appel du directeur de l'école de Léo. Son ton était grave. Il m'expliquait que les professeurs avaient laissé de nombreuses notes à notre attention dans le carnet de Léo. N'ayant eu aucun retour de notre part, il avait pris l'initiative de m'appeler directement. Les résultats scolaires de Léo étaient catastrophiques. Je me suis sentie désemparée. Étant toujours en déplacement, j'ai demandé au directeur de contacter Grégoire, mon ex-mari. Je ne comprenais pas, car je parlais souvent à Léo, et à chaque appel, il me rassurait en me disant que tout allait bien à l'école. Cette convocation a pris Grégoire de court. Ce soir-là, je l'ai appelé, le cœur serré, cherchant des réponses. Je lui avais confié Léo, convaincu qu'il veillerait sur lui. Que s'était-il passé? Grégoire, lui aussi, déconcerté, m'a confié qu'il ne comprenait pas non plus. Selon lui, Léo passait chaque soir enfermé dans sa chambre, ne sortant que pour dîner avant de retourner s'y isoler. Le lendemain, Grégoire est allé rencontrer le directeur. Ce qu'il a appris l'a laissé sans voix. Léo s'endormait souvent en classe, peinait à suivre les cours et ses devoirs étaient régulièrement bâclés. Les professeurs s'inquiétaient, craignant que Léo soit malade ou traversant quelque chose de difficile. S'il ne remontait pas ses notes, il risquait de redoubler. De retour à la maison, Grégoire a questionné Léo, essayant de comprendre pourquoi il dormait en classe. Léo a simplement répondu qu'il se sentait épuisé, qu'il ne dormait pas assez. C'est alors qu'Amélie, sa petite amie, s'est tournée vers lui,
un mélange de reproche et de soulagement dans la voix. « Grégoire, tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il restait éveillé jusqu'à tard chaque nuit, mais tu n'as jamais voulu m'écouter. » Décidé à comprendre ce qui se passait, Grégoire a pris une décision inhabituelle. Il irait dormir dans la chambre de Léo durant quelques nuits pour le surveiller et enfin percer le mystère qui semblait ronger son fils. Dès que Grégoire a commencé à dormir avec Léo dès 21h, les choses ont commencé à s'améliorer. Le matin, Léo se réveillait reposé et souriant, bien différent de l'enfant épuisé qu'il était devenu. Ses professeurs eux-mêmes ont confirmé qu'il ne s'endormait plus en classe, ce qui a rassuré Grégoire. Un soir, avec douceur mais détermination, Grégoire a pris le temps de parler à Léo. « Dis-moi Léo, pourquoi étais-tu si fatigué avant que je ne commence à dormir avec toi? Que faisais-tu la nuit? Amélie m'a dit qu'elle t'avait entendu parler plusieurs fois. Tu n'aurais pas laissé un copain entrer pour passer du temps avec toi, hein? » Léo, un peu nerveux, a répondu en balbutiant. « Mais non, papa, je n'arrivais juste pas à dormir. Et parfois, je parle au téléphone avec un ami. » Saisi d'un doute, Grégoire a insisté. « En pleine nuit, tu es encore au téléphone à cette heure-là? Dans ce cas, je vais te le confisquer alors. » Dès lors, chaque soir, il prenait le téléphone de Léo avant de le laisser s'endormir, pensant avoir réglé le problème. Convaincu que Léo retrouverait un sommeil paisible, il est finalement retourné dormir avec Amélie. Pourtant, certaines nuits, alors qu'Amélie se levait en pleine nuit pour aller aux toilettes, elle entendait de nouveau des murmures venant de la chambre de Léo. Il n'avait pourtant plus son téléphone. Un frisson l'envahissait chaque fois qu'elle passait devant la porte. Une nuit, aux alentours de minuit, Amélie est encore levée pour aller aux toilettes. Cette fois, en passant devant la chambre de Léo, elle a aperçu une lumière sous la porte et de légers rires et murmures qui flottaient dans l'air. Un peu nerveuse, elle est retournée réveiller Grégoire, lui murmurant de la suivre discrètement, persuadée que Léo avait fait venir un ami en cachette. Ils avancèrent tous les deux sur la pointe des pieds, retenant leur souffle et collèrent l'oreille contre la porte. Il n'y avait pas de doute, Léo était en pleine conversation, et une seconde voix, celle d'un autre garçon, lui répondait distinctement. Grégoire, furieux et résolu à surprendre le visiteur, ouvrit brusquement la porte, mais se figea en découvrant Léo, assis seul sur son lit. Il balaya la pièce d'un regard incrédule et vérifia chaque recoin, le placard, sous le lit, même la fenêtre, mais personne. Confus, il se tourna vers Léo, l'air sévère. « Avec qui étais-tu en train de parler, Léo ?» demanda-t-il d'un ton ferme. Léo, surpris et un peu déconcerté, leva les yeux vers eux et répondit simplement. « Mais avec personne, papa. Je lisais juste un livre. » Effectivement, un livre reposait sur ses genoux, comme pour confirmer ses dires. Grégoire et Amélie se lancèrent un regard perplexe, un mélange de doute et d'inquiétude. Grégoire leur ordonna d'éteindre la lumière et de dormir. Puis, ils retournèrent, silencieux, dans leur chambre. Mais quelque chose ne cessait de les troubler. Pourquoi Léo se levait-il en pleine nuit? Et cette voix, ils l'avaient entendue tous les deux. Elle était bien réelle. Le lendemain, déterminé à percer ce mystère, Grégoire prit une décision. Il allait à nouveau passer la nuit dans la chambre de Léo pour enfin comprendre ce qui se passait réellement. Ce soir-là, après le dîner, Grégoire est resté auprès de Léo, s'assurant qu'il termine bien ses devoirs. Une fois ceci achevé, il lui a ordonné d'aller se coucher, disposant d'un matelas au sol pour passer la nuit à ses côtés. Grégoire voulait veiller tard, prêt à percer le mystère qui les hantait, mais rien ne se produisit. Léo dormait paisiblement, sans le moindre murmure. Les nuits suivantes, un étrange schéma s'est dessiné. Dès que Grégoire restait dans sa propre chambre avec Amélie, ils entendaient encore Léo murmurer, discuter avec une voix inconnue. Mais chaque fois que Grégoire dormait avec lui, un silence total régnait dans la chambre. Et Léo passait une nuit calme. Cette étrange alternance commençait à semer le trouble dans l'esprit de Grégoire. Résolu à protéger son fils, Grégoire
a pris l'habitude de dormir près de lui chaque nuit, veillant à maintenir le calme et la stabilité dont Léo semblait avoir besoin. Grâce à cette nouvelle routine, Léo s'est progressivement rétabli et à la fin de l'année scolaire, il a pu remonter ses notes et être admis dans la classe suivante. Pendant l'été, j'ai récupéré Léo pour qu'il passe les vacances avec moi, espérant que la chaleur de notre maison calmerait enfin ses nuits agités. Puis, à la rentrée, je l'ai ramené chez son père, où Grégoire continuait de veiller sur lui chaque nuit. Pourtant, malgré tout, les murmures n'avaient pas disparu. Léo semblait toujours converser, bien que moins souvent qu'avant, quand son père n'était pas là dans sa chambre. Un jour, Grégoire dut s'absenter 3 jours pour une formation. Amélie, restée seule avec Léo, s'est décidée à éclaircir le mystère, prête à découvrir enfin ce qui se tramait dans ces nuits troublantes. Un soir, une fois Léo endormi, elle s'est glissée dans la pièce adjacente, plongeant la pièce dans l'obscurité et a tendu l'oreille contre le mur. Elle attendait un mélange d'anxiété et de détermination crispant ses gestes. Vers 23 heures, elle entendit soudain des pas pressés dans la chambre de Léo, suivis d'une voix basse et impatiente. « Lève-toi! Allez, lève-toi! Ton père n'est pas là, on peut jouer ensemble. » Elle retint son souffle en entendant Léo lui répondre d'une voix douce mais ferme. « Non, je peux pas jouer avec toi. Si je m'endors encore à l'école, mon père va se fâcher. C'est parce que je joue avec toi que j'ai eu des problèmes à l'école. Alors joue tout seul. » La voix insista avec un ton suppliant. « Allez, joue avec moi. Ton père n'est pas là. Personne ne le saura. S'il te plaît. » Amélie n'a pas pu en entendre davantage. Elle alluma la lumière du couloir et se précipita dans la chambre de Léo. Elle y trouva le noir complet, à peine troublé par la respiration calme de Léo, comme s'il venait de s'éveiller. Elle alluma la lumière et le regarda, bouleversée. « Léo, je t'ai entendu parler avec quelqu'un. Comment as-tu fait entrer ton ami ici? Où se trouve-t-il » Léo la fixa, les yeux écarquillés de surprise. « Mais je ne parlais à personne, Amélie. Il n'y a personne ici, tu vois bien. » Amélie fouilla fébrilement la pièce, ouvrant le placard, regardant sous le lit, tout en criant. « Qui es-tu? Sors de là que je te vois. » Mais rien, l'angoisse se transforma en colère, et elle éclata. « Léo, ton père m'a demandé de te surveiller. Je suis là pour veiller sur toi. Et je t'ai entendu clairement parler avec un autre garçon. Quand je le dirai à ton père, tu seras privé de sortie pendant une semaine. » Amélie, bouleversée et furieuse, retourna dans sa chambre, le cœur battant. Elle se glissa dans son lit, mais le sommeil la fuyait. Une angoisse sourde la tenait éveillée. Une pensée troublante s'insinua en elle. Si cet autre enfant n'était pas réel, si c'était un fantôme, comment expliquer autrement qu'elle n'ait trouvé personne dans la chambre de Léo, alors qu'elle avait distinctement entendu cette voix? La possibilité lui glaça le sang, la laissant désemparée, avec un frisson d'effroi qui l'empêcha de fermer l'œil de la nuit. Aux alentours de 3 heures du matin, Amélie sombra enfin dans un sommeil fragile. Mais soudain, un bruit la ramena à la surface. Sa porte s'ouvrait lentement, et une présence venait d'entrer dans la pièce. Les paupières lourdes, elle parvint à les entr'ouvrir juste assez pour apercevoir une silhouette qui s'avançait vers elle. Dans un premier moment de confusion, elle crut que c'était Léo, mais à mesure que la forme se rapprochait, un détail la pétrifia. De longs cheveux tombaient devant le visage de l'intrus, obscurcissant ses traits. Amélie tenta de bouger, de se redresser, mais son corps ne répondait pas, comme figé dans une paralysie glaciale. La panique l'envahit, et d'une voix tremblante, elle réussit à crier. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux ?» La silhouette s'arrêta au pied de son lit et leva lentement la tête. « Bah, c'est moi. Tu voulais me voir, non? Je suis l'amie de Léo. » Amélie sentit son sang se glacer. Là, devant elle, se tenait un jeune homme au visage blafard, cadavérique, dont les traits semblaient n'être plus que peau sur les os. Tétanisée par l'effroi, Amélie laissa échapper un hurlement déchirant avant de se réveiller en sursaut, le cœur battant à tout rompre, secouée
le tremblement incontrôlable. Au retour de Grégoire, Amélie ne pouvait contenir son angoisse. Avec des mots tremblants, elle lui raconta tout, suspectant que cet autre enfant n'était rien de moins qu'un fantôme. Grégoire, perplexe, essaya de faire parler Léo, mais celui-ci resta obstinément muet, refusant de révéler quoi que ce soit. Devant l'inquiétude grandissante, ils décidèrent de m'appeler et de me faire part de tout ce qui s'est passé depuis l'année précédente. Anxieuse, j'ai pris des jours de congé pour aller voir mon fils et m'assurer que les inquiétudes d'Amélie et de Grégoire étaient fondées. Pour cela, j'ai installé une caméra dans la chambre de Léo. Les 3 premières nuits, je suis restée à ses côtés, mais tout semblait normal. Les nuits étaient paisibles et la caméra ne captait rien d'inhabituel. Cependant, lorsque j'ai décidé de dormir dans la chambre voisine, le lendemain, je n'en croyais pas mes yeux en consultant les enregistrements. Une forme blanche était clairement visible, se dirigeant lentement vers le lit de Léo. Puis, j'ai entendu Léo murmurer « Non, je ne peux pas jouer avec toi. Ma mère dort à côté. Je vais avoir des problèmes si elle nous entend. » À ce moment-là, la forme blanche se dissipa instantanément. Nous restâmes tous les 3, tétanisés devant cet enregistrement. Mon corps commença à trembler. Un frisson d'effroi parcourut chaque fibre de mon être. Amélie était dans le même état, tremblant de tout son corps et répétant inlassablement « C'est un fantôme. Je vous l'avais dit. Notre logement doit être hanté. » Face à cette découverte terrifiante, Amélie et Grégoire prirent la décision de quitter au plus vite ce logement, ne pouvant plus supporter l'angoisse de cette situation. Quant à moi, j'ai ramené Léo chez moi, décidé à le protéger. Ma mère viendrait s'occuper de lui pendant mes déplacements, le temps que Grégoire et Amélie trouvent enfin un autre endroit. De retour à la maison, après quelques jours, j'ai ressenti le besoin urgent de parler avec mon fils. Je lui ai demandé, le cœur lourd, pourquoi il ne nous avait rien dit sur ce qu'il vivait. C'est alors qu'il s'est ouvert à moi, partageant sa solitude et sa peine. Ces mots résonnaient avec une tristesse palpable. Après notre divorce, il se sentait terriblement seul, sans frère ni sœur pour le soutenir. Lorsque je l'avais déposé chez son père, il avait ressenti un profond sentiment d'abandon, comme si je ne voulais plus de lui. Puis, il a commencé à me raconter l'apparition de ce garçon fantôme. La première fois, il avait eu si peur, mais l'esprit l'avait rassuré en lui confiant qu'il se sentait lui aussi seul, sans amis. Ce garçon lui avait proposé d'être son ami, et Léo avait accepté avec un mélange d'appréhension et d'espoir. C'est pourquoi il venait chaque nuit le réveiller pour jouer, car il s'ennuyait trop dans son monde vide, attendant avec impatience que Léo finisse sa journée pour partager des moments de joie. Au fil du temps, Léo s'est habitué à cette routine nocturne, oubliant qu'il devait dormir pour être en forme à l'école, emportant par l'excitation de cette amitié mystérieuse qui, bien que surnaturelle, lui apportait une forme de réconfort dans sa solitude. Aujourd'hui, Léo a retrouvé une vie stable, et nous n'avons plus jamais reparlé de ce garçon fantôme, comme si ce chapitre de notre enfance s'était refermé avec douceur. Autrefois, je ne croyais pas à ce genre de choses. Je pensais que tout n'était que mensonge ou délire. Mais lorsque cela a touché Léo et que j'ai été confrontée à cette réalité, j'ai compris que tout est possible, même les choses les plus inexplicables. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur la profondeur de la solitude et sur le besoin d'amitié qui peut pousser un enfant à chercher de réconfort, même dans des formes inconnues. Léo a su trouver de soutien auprès de ce garçon fantôme, une amitié éphémère mais essentielle, qui l'a aidé à surmonter sa peine. Cela nous rappelle que parfois, les liens les plus inattendus peuvent naître de nos moments de vulnérabilité. Cette histoire est un puissant rappel de l'importance d'écouter et de soutenir ceux que nous aimons. Même les expériences les plus étranges peuvent révéler des vérités profondes sur notre humanité et notre besoin d'appartenance. Dans les ombres de l'invisible, des connexions significatives peuvent émerger, nous rappelant que chacun a besoin d'un ami, même sous les formes les plus inattendues.